Niveau timing, on était bien, hein. Ouais, ouais, c'est pour ça.
Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour ce webinaire sur le thème de la fin des organisations commerciales dans la santé ou du renouveau. On le verra ensemble. Nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, je suis Martin Louvel, directeur de la division santé et spécialiste d'engagement au sein d'Incentive, alors qui est une start-up qui développe une application de coaching digital pour des forces de vente. J'ai travaillé 7 ans avant de rejoindre Incentive dans l'industrie de la santé. Et depuis 3 ans, je construis des programmes d'engagement pour des équipes commerciales en France et à l'international, aussi bien avec des sociétés pharma que des acteurs des medtech et de la santé à domicile. Alors le sujet qui nous réunit ce matin est celui des organisations commerciales dans la santé, qui est un secteur en pleine transformation. Et nous avons invité Jean-Claude Roche. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez derrière vous donc plus de 30 ans d'expérience dans les industries de santé, dans les postes de management de vente, de marketing et de direction générale. À ce titre, vous êtes un témoin privilégié des évolutions des organisations commerciales en santé. Aujourd'hui, vous avez créé Santé Neuve Consulting, qui est une société de conseil qui accompagne les industries de la santé à se transformer pour réenchanter l'expérience. Alors, donc, nous avons intitulé ce webinaire « La fin des organisations commerciales en santé ». Pourquoi un titre aussi provoquant? Alors, c'est vrai que le choix du titre est provoquant et en fait, ça repose finalement sur les données chiffrées. Si on se cantonne juste à l'aspect visite médicale, donc l'industrie pharmaceutique, le nombre de délégués médicaux est passé de 23 000 en 2005 à moins de 12 000 aujourd'hui. Donc, si on tire une tendance, on pourrait arriver vers proche de zéro à terme. Voilà. Alors, si on regarde les medtech, c'est un peu moins vrai, puisque les données du SNITEM montrent que les délégués commerciaux dans les medtech, les chiffres sont relativement stables, mais avec des chiffres d'affaires qui ont augmenté de façon significative. Ça veut dire que le ratio nombre de commerciaux par chiffre d'affaires est en baisse également. Le seul domaine de l'industrie de santé qui soit en croissance en nombre de commerciaux aujourd'hui, c'est la santé à domicile qui se développe particulièrement. Alors des chiffres en baisse, vous parliez de tendance, est-ce que ça va continuer à diminuer? Alors, ça devrait continuer à diminuer un petit peu. L'AQUIM, l'Association pour la qualité de l'information médicale, de l'EM également, ont tiré les tendances et montrent qu'on devrait arriver à un équilibre autour de 9 000 délégués médicaux pour la partie industrie pharmaceutique et ensuite se stabiliser avec par contre des délégués médicaux et des délégués commerciaux qui auront gagné en compétences et gagné en approche qualité. Alors à quoi attribuer cette diminution des effectifs? Quels sont les grands facteurs? Alors si on remonte, je dirais, sur les 20 dernières années, il y a d'abord des causes qui sont des causes purement endogènes, des causes endogènes qui sont liées à l'industrie. Les années 90 ont été dans la pharma les années des blockbusters, dans le cholestérol, dans l'hypertension, dans le diabète, dans l'asthme. Des blockbusters qui touchaient des grandes populations de professionnels de santé, des médecins généralistes, 50 000 médecins généralistes, avec des armées de délégués médicaux. Ces blockbusters, ils sont tombés dans le domaine public, ils sont aujourd'hui génériqués, donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce niveau de promotion, ce qui explique, je dirais de façon endogène, la baisse du nombre. Concernant les stratégies de recherche et développement, on sait que les industries de santé investissent beaucoup à ce titre. Qu'en est-il et quel impact ça a sur les organisations commerciales? Alors, aujourd'hui, quand on regarde les tendances de recherche-développement, que ce soit en pharma, que ce soit dans le medtech, on est aujourd'hui dans des domaines thérapeutiques qui sont soit des domaines de niche, soit des domaines de spécialité. Donc, pas forcément de la niche, parce que quand on parle d'oncologie, on ne peut pas parler de niche, mais on est sur des domaines de spécialité avec un nombre de praticiens relativement limité, donc forcément des besoins en commerciaux et des besoins en commerciaux beaucoup plus limités par le passé. Alors, vous parliez de causes endogènes. Y a-t-il des causes exogènes qui expliquent aussi ce phénomène de diminution d'effectifs dans les organisations commerciales de la santé? Alors, une des causes exogènes majeures, c'est, je dirais, la réglementation. La réglementation avec un aspect d'une part purement quantitatif,
c'est la taxe sur la promotion. La taxe sur la promotion qui impacte lourdement tous les moyens de promotion des industries de santé, mais d'autant plus les moyens humains, puisque c'est les moyens les plus coûteux, donc forcément, proportionnellement, la taxe est d'autant plus forte sur les réseaux de visite médicale ou les réseaux de commerciaux. Et puis, il y a, je dirais, la réglementation qualitative. Depuis 1993, la loi des MOS, la loi Bertrand en 2011, l'accord entre le LEM et les autorités en 2014 avec la charte de l'information médicale, ce sont des contraintes réglementaires, alors des contraintes au départ et en même temps une formidable opportunité parce que aujourd'hui, quand on regarde les observatoires, et je reviens sur l'observatoire de l'AQUIN, l'Association pour la qualité de l'information médicale, les observatoires qualitatifs montrent que le niveau de qualité de l'information médicale est meilleur d'année en année. Donc ça, en soi, c'est plutôt bien. Très bien. On voit aussi un autre phénomène qui est tendance à la restriction relative à la visite médicale de certains établissements de santé. Je pense à l'AP-HP par exemple. Est-ce que vous pourriez élaborer dans ce sens-là? Est-ce que c'est une tendance ponctuelle ou quelque chose de beaucoup plus profond? Alors, ce qui est certain, c'est que les réglementations depuis 4-5 ans autour de la limitation de l'accès aux professionnels de santé à l'hôpital, la visite collective, etc., ont forcément eu un impact quantitatif sur la visite médicale à l'hôpital. Difficile à quantifier, pas réellement quantifié aujourd'hui, non négligeable vraisemblablement, et ce d'autant plus que la plupart des produits commercialisés récemment, que ce soit des médicaments ou que ce soit des dispositifs, sont des produits de prescription ou d'utilisation hospitalière. Donc, de fait, il y a forcément un impact quantitatif. Concernant les professionnels de santé, qu'en est-il de leurs attentes et quelles sont leurs nouvelles attentes? Parce que ça a un impact aussi sur finalement les industries de la santé. Oui, alors c'est vrai que quand on parle de l'évolution ces dernières années, on a parlé des causes endogènes, c'est des produits beaucoup plus de niche, de spécialité. On a parlé de causes exogènes autour de la réglementation. Et puis, il y a une cause majeure à l'évolution des organisations commerciales, et en soi c'est une bonne nouvelle, c'est l'évolution des clients. Les clients de l'industrie sont les professionnels de santé, en tout cas les clients qu'on voit en direct sont les professionnels de santé. Ils évoluent, leurs attentes évoluent parce qu'ils évoluent dans 3 directions, la raréfaction, le rajeunissement et puis leur clientèle. La raréfaction, on le sait, il y a de moins en moins de praticiens en exercice aujourd'hui. Alors c'est vrai que cette semaine, on a eu l'annonce de l'ouverture du numerus clausus, mais on sait que l'impact ne se fera pas sentir avant une dizaine d'années. Donc moins de médecins opérationnels, c'est moins de temps disponible pour l'industrie pharmaceutique. Le rajeunissement, c'est un phénomène qu'il ne faut pas négliger. On a un médecin généraliste sur 2 qui aura pris sa retraite entre 2010 et 2020. Ça veut dire que le professionnel de santé 2020 est un professionnel de santé millénial, connecté, qui a des attentes complètement différentes de celui qu'on a pu connaître il y a 20-25 ans. Donc forcément, ça a un impact sur nos organisations. Et puis, le troisième élément, c'est leur propre clientèle. Les patients. Les patients. Aujourd'hui, les professionnels de santé sont confrontés, et c'est sûrement une bonne nouvelle, sont confrontés à des patients beaucoup plus informés que par le passé, qui prennent plus la parole de leur médecin comme parole d'évangile, qui la challenge, qui comparent ce que dit leur médecin à ce que dit le web. Alors, ce n'est pas forcément à bon escient, il faut bien dire, mais ça a forcément un impact sur le comportement des professionnels de santé et donc sur leurs attentes vis-à-vis des réseaux commerciaux des industries de santé. Alors, ces patients, justement, qui sont de plus en plus informés aussi grâce à l'explosion du digital, voire surinformés, en quoi ça change les métiers des industries de santé? Alors, en quoi ça change? Je dirais plutôt que en quoi ça change, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle que ça change? Parce que en quoi, il y a ça change pour plein d'éléments et on va les voir tout à l'heure. Par contre, il y a un élément qui, à mon sens, est essentiel, c'est que nos clients, que ce soit les professionnels de santé ou les patients, évoluent et on est en train de prendre en compte le fait que ces clients évoluent. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'après des années où on est resté concentré sur nos produits, parce que des multiples lancements, parce qu'une vraie transformation de la prise en charge des patients, donc
beaucoup de comportements auto-centrés sur notre propre industrie, on est en train de s'ouvrir vers les attentes de nos clients, qu'il s'agisse des professionnels de santé ou des patients, et ça en soi c'est une bonne chose. Alors plus de réglementation, moins de blockbusters, des attentes de professionnels de santé et des patients qui ont considérablement évolué. Il faut se poser la question de comment les industries de santé se sont adaptées à ce nouvel environnement. Alors c'est vrai que avant de parler de demain, si on jette un petit coup d'œil dans le rétroviseur, ce qu'on voit sur les 10 dernières années, c'est 3 grandes tendances d'évolution pour les industries de santé, que ce soit encore une fois la pharma ou les medtech. C'est des nouveaux métiers sur le terrain, donc plus de collaboration et plus de nécessité de collaborer sur le terrain, des commerciaux moins isolés. C'est des nouveaux canaux de communication qui ont émergé. Et puis, c'est le passage d'une approche très centrée produit à une approche beaucoup plus holistique, produit et services. Alors sur la collaboration, concrètement, comment ça se traduit sur le terrain? C'est une collaboration entre quel type de population? Alors, ce qu'on a vu apparaître, je dirais, depuis 10 à 15 ans maintenant, c'est des nouveaux métiers sur le terrain. Là où, il y a 10 ou 15 ans, on avait essentiellement des délégués médicaux qui étaient finalement les seuls interlocuteurs du professionnel de santé. On a vu une multiplication des MSL, des médecins régionaux. On a aujourd'hui 3 fois plus de MSL en 2017 qu'en 2010. On a vu aussi se multiplier les responsables grands comptes, les Key Account Managers, qui sont 2 fois plus nombreux. On a vu apparaître des nouveaux métiers aussi, des métiers parcours de soins, parcours de santé, qui sont des métiers qui permettent d'accompagner les professionnels de santé dans la construction du parcours de leurs patients. Donc des nouveaux métiers qui font qu'aujourd'hui, le délégué médical n'est plus le seul interlocuteur du professionnel. Donc les lignes hiérarchiques finalement évoluent. Comment faire pour gérer une grande diversité des profils et des populations depuis le terrain? Alors, je pense que s'il y a une phrase que j'ai entendue depuis 30 ans que je suis dans l'industrie pharmaceutique, enfin, une injonction, c'est casser les silos. Casser les silos, casser les silos, mais concrètement, aujourd'hui, au service des professionnels de santé, sachant qu'on a des équipes très différentes, avec des métiers très différents, avec des responsabilités très différentes et complémentaires sur le terrain, on a d'autant plus besoin de casser les silos. Et la solution, à mon sens, pour réellement répondre aux attentes des professionnels de santé, avec ces équipes de MSL, de CAM, de délégués médicaux, de responsables parcours de santé, c'est de construire des programmes où chacun a une part de la responsabilité collective. Chacun a des missions clairement définies et la somme des missions fait le succès collectif. Et ça, c'est un rôle managérial clé qu'il va falloir redonner, qu'il faut redonner à travers des outils et à travers des comportements aux managers de famille. Absolument, le meilleur joueur, c'est l'équipe. On l'a vu lors du mondial de football. Parenthèse refermée. Qu'en est-il du développement du multicanal? Vous aviez évoqué cette deuxième grande tendance. En quoi ça transforme finalement les métiers? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on est certainement au milieu du gué concernant le multicanal. C'est-à-dire depuis 10 ans, on a vu apparaître les médias qu'on a vu apparaître ailleurs sont apparus aussi dans la santé, que ce soit la visite à distance, les emails, les pages web, les landing pages, etc. Pour autant, le succès reste assez relatif à ce stade. Certainement, on y reviendra parce qu'on est encore aujourd'hui dans une stratégie qui est multicanal plus que omnicanal, on y reviendra tout à l'heure. Mais quand on interroge les médecins, on voit que 70% des professionnels de santé continuent, tant mieux d'ailleurs, de mettre en position numéro 1 la visite médicale traditionnelle de face à face. Donc ça, c'est en soi une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui va dans le sens de la pérennité des métiers, mais pour autant, c'est aussi un constat d'échec, parce que ça veut dire que l'acceptation des nouveaux canaux, elle est encore très relative. Alors vous évoquiez une troisième grande tendance aussi impulsée par les nouveaux besoins des professionnels de santé et des patients, c'est le fait de passer finalement d'une approche produit à une approche service. Que vous pourriez élaborer à ce sujet, Jean-Claude, s'il vous plaît? Alors je pense que, pour faire simple, pendant des années, les industries de santé sont restées très focalisées sur leur recherche et donc sur le produit de leur recherche qui est leur produit. Et
en l'isolant un petit peu de l'écosystème, de l'environnement. Aujourd'hui, clairement, il y a une prise de conscience que le médicament en tant que tel ou le device en tant que tel sont des éléments souvent essentiels du parcours, mais pas uniques, et ils viennent s'intégrer dans une globalité. D'où le développement des services, et en particulier des e-services, que ce soit les e-devices, que ce soit là aujourd'hui, si on commence à voir apparaître la e-consultation. La e-consultation aura forcément un impact sur la façon dont l'industrie pharmaceutique ou l'industrie de santé va faire évoluer ses relations avec les professionnels de santé. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner dans l'industrie de la santé sur un passage d'une approche produit à une approche service? Alors, j'ai deux exemples qui sont d'ailleurs deux exemples dans le diabète. Deux exemples dans le diabète. On peut, Sanofi a rapproché il y a quelques années et continue à rapprocher, je dirais, sa division purement produit de sa division plus device et permet aujourd'hui d'apporter aux médecins et aux patients surtout une approche d'un diabète plus globale, plus holistique. C'est vrai aussi avec les medtech, et je pense à Air Liquide Santé, avec sa filiale BinoSanté, qui a créé une application qui s'appelle Glucosor, qui accompagne les patients dans le suivi de leur glycémie. Donc on est bien sur une approche à la fois de création de valeur et de création de valeur autour du parcours et autour d'une approche plus holistique que le simple produit. Alors quand on voit ces trois grandes transformations, finalement, on peut se poser la question par rapport au sujet clé qui nous rassemble aujourd'hui. Est-ce qu'on parle de fin des organisations commerciales ou de renouveau dans les industries de santé? Alors, je pense que on n'aurait pas fait ce webinaire, je pense, si c'était juste pour enterrer les organisations commerciales. Donc on est d'accord. Moi, je suis persuadé que on est à un tournant. On est à un tournant, il faut le prendre. Peut-être tout le monde ne le prendra pas, que ce soit certaines entreprises ne vont pas passer le cap. Certains collaborateurs aussi dans les entreprises ne vont pas forcément passer le cap, mais c'est le bon moment de se poser les bonnes questions. Et je pense que voilà, les signaux sont positifs et congruents pour faire en sorte qu'on se renouvelle, pour faire en sorte je dirais qu'il y ait un profond renouvellement des organisations commerciales autour de 4 challenges. Vraiment, il y a 4 dimensions clés sur lesquelles il faut travailler dans les mois qui viennent. Quelles sont-elles? Alors, on va y revenir, mais juste pour les citer, il y a les 4 challenges pour moi, il y a un challenge clé qui est le B2B2C. Je vais le détailler un peu plus parce que ça peut être un peu ésotérique. Le deuxième challenge, c'est la façon de gérer la complexité de l'offre des industries de santé. On a le challenge de l'omnicanal, on en parlait tout à l'heure. Et puis, un élément clé, c'est le challenge managérial, le challenge du maintien de la motivation des équipes sur le terrain dans la durée. Alors, pourriez-vous élaborer sur le B2B2C? Alors, vous le savez, et ça, c'est pas nouveau, et je dirais que c'est une des caractéristiques de nos métiers, la communication envers nos vrais clients, qui sont finalement les patients, elle est particulièrement limitée, réglementée, structurée. Alors, elle est possible, mais dans des conditions qui sont hyper complexes et très limitatives, voire très frustrantes. Donc, dans ce contexte-là, aujourd'hui, le challenge du B2B2C, c'est cette capacité qu'on va avoir et qu'on doit développer de plus en plus de créer des partenariats avec les professionnels de santé pour faire en sorte non seulement qu'ils aient la bonne information concernant mon produit, mais qu'ils aient aussi le niveau de formation suffisant pour communiquer autour des produits et des solutions. Les professionnels de santé sont des alliés, et quand ils choisissent une solution, si c'est la nôtre, eh bien, il faut qu'ils soient à même de la vendre, entre guillemets, en tout cas de la valoriser auprès de leurs patients. Et ça passe par des programmes, pourquoi pas des programmes de formation. Il y a quelques labos qui se sont lancés dans des programmes d'accompagnement des professionnels de santé pour je dirais, accompagner leur prescription et le niveau de conviction de leurs patients. Ça, c'est le premier challenge pour moi, c'est le B2B2C. Alors, le deuxième challenge, celui de la complexité de l'offre, comment il se traduit sur le terrain? Alors, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on a parlé tout à l'heure de l'offre holistique produits et services, mais même si on reste cantonné sur nos produits,
être délégué médical ou délégué commercial aujourd'hui, c'est un enjeu parce que les produits sont beaucoup plus complexes qu'il y a quelques années. Cet été sont arrivés en France les premiers médicaments complètement sur mesure, les Carticel en oncologie, qui sont ces médicaments qui sont uniques, spécifiques de chaque génotype, de chaque profil de tumeur et de chaque patient. Quand on est amené en tant que délégué médical à travailler sur ce type de molécules et à promouvoir ce type de molécules, c'est clair que le niveau d'exigence est particulièrement élevé. Si on regarde dans les medtech, c'est le même phénomène. C'est le même phénomène quand on est aujourd'hui amené à commercialiser une machine. On ne fait pas que commercialiser une machine. On commercialise le capital equipment. On travaille sur le capital equipment. On vend la machine, bien sûr, mais on vend la solution financière qui va avec. On vend éventuellement l'amortissement, les logiciels, le support technique, la solution de reprise. Donc aujourd'hui, quand on veut commercialiser une machine en medtech, clairement, il faut avoir des compétences financières. Alors, quelle solution justement pour accompagner le développement des compétences face à cette complexité croissante des offres? Alors aujourd'hui, il faut monter le niveau. Il faut monter le niveau, et pour monter le niveau, on ne peut pas se contenter de prendre des gens qui ont eu un bon niveau scolaire, qui ont eu un bon niveau d'études, qui sont un bac+6, bac+8. Monter le niveau, c'est quotidien. En tout cas, c'est pluri-hebdomadaire. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des formations agiles, rapides, adaptées, mobiles, partout. Et il faut qu'en permanence, on puisse apporter des micro-formations, des échanges de bonnes pratiques entre les collaborateurs pour faire en sorte que au quotidien, chaque jour, les collaborateurs gagnent en compétences, s'adaptent à l'évolution de l'environnement, s'adaptent à l'évolution des attentes des clients, et je dirais que au final, le niveau de satisfaction du client soit de plus en plus élevé. Alors effectivement, il y a une intelligence collective et un sujet de développement des compétences qui a un impact finalement sur l'employabilité. Le troisième challenge consiste à passer d'une approche multicanal à de l'omnicanal. Alors avant de se poser la question de comment, est-ce que vous pourriez rappeler la différence entre ces deux concepts pour nos auditeurs? Alors, multicanal, hein, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est finalement être passé d'une approche où le seul canal de communication était le délégué médical à une approche où on utilise les canaux qui existent et qui se créent au fil du temps, la visite à distance, le web, les applis, les emails poussés vers le médecin, les plateformes d'interaction téléphonique, etc. Ça, c'est le multicanal. Et on l'a dit tout à l'heure, finalement, par différents départements. Voilà, fait par différents départements, et en général, les résultats ne sont pas forcément à la hauteur des enjeux. Donc aujourd'hui, l'omnicanal, c'est la capacité qu'aura le chef d'orchestre, et faisons le pari que le chef d'orchestre est le commercial de demain, c'est la capacité qu'aura le chef d'orchestre d'orchestrer ces différents médias en fonction du profil de chaque individu, de chaque professionnel de santé qu'il a en face de lui, pour faire en sorte d'améliorer et de réenchanter l'expérience du professionnel de santé. Ça passe finalement par l'analyse du parcours du professionnel de santé, le Customer Journey, et faire en sorte d'améliorer ce Customer Journey, faire en sorte d'identifier les touchpoints entre le professionnel de santé et l'industrie, et je dirais actionner les touchpoints qui sont les plus relevants en fonction du profil de chaque médecin. Alors tout ça, en fait, ça passe aussi par un quatrième challenge que vous évoquiez, qui est finalement un peu le cœur du sujet, qui est un challenge de conduite du changement, de repositionner les managers et dans leur rôle de coach pour leur permettre d'engager les équipes dans cette transformation. Alors pourquoi c'est important? Parce que voilà, ces changements, ces bouleversements peuvent générer aussi une crainte sur le terrain de se faire ubériser, et donc, alors qu'en fait, ça peut être aussi une véritable opportunité, comme on le présente actuellement, de développement des compétences pour répondre aux nouveaux enjeux et aux nouveaux besoins. Donc, justement, comment favoriser cette transformation de la posture des managers pour motiver, engager les équipes tout au long de l'année en permanence? Alors c'est vrai qu'il y a un paradoxe, parce que tout à l'heure on dit le monde évolue,
l'industrie a mis en place certaines pistes, il y a des challenges à relever aujourd'hui, et paradoxalement, les managers de première ligne, ils ont de plus en plus d'activités qui sont en dehors du coaching, des activités en direct avec les clients, des activités de reporting, des activités bottom-up, et c'est une bonne nouvelle en soi. Ils ont aussi des râteaux managériaux qui s'élargissent. Donc, le paradoxe, c'est que on a besoin de transformer nos organisations, on a besoin d'accompagner nos équipes, parce que c'est vrai que le changement fait peur, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, le rôle du manager est d'autant plus clé aujourd'hui, et on se rend compte que le manager, il a moins de temps pour jouer ce rôle-là. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'un des enjeux clés des mois et des années qui viennent, c'est de redonner un rôle central au manager de première ligne. C'est peut-être passer entre guillemets un manager augmenté, c'est-à-dire un manager qui va être aidé par la technologie pour mieux coacher ses collaborateurs, pour être plus en proximité avec eux, pour les motiver, pour créer un esprit d'équipe, pour créer une émulation et donner du sens et donner envie aux collaborateurs d'embrasser ces transformations. Un mot chaleureux justement pour annoncer la conclusion. En 2 minutes, Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous résumer les enjeux majeurs pour assurer l'avenir des organisations commerciales en santé? Alors, à mon sens, 4 points clés. Le B2B2C, faire des professionnels de santé nos alliés pour nous aider à convaincre les patients du bien fondé des solutions qu'on leur propose. La complexité, il faudra la traiter par de la formation. Et de la formation, ce n'est pas de la formation en salle une fois par an, c'est de la formation, la micro-formation, c'est de l'échange de best practices. C'est de l'émulation au quotidien, plusieurs fois par semaine. C'est des temps courts, mais des temps courts où chacun gagne en compétences au quotidien dans le cadre de son métier. Remettre le manager au cœur, on vient d'en parler, donner la main au manager pour accompagner toutes ces transformations et faire en sorte qu'il donne du sens et qu'il s'assure de la motivation de ses équipes. Et puis, la stratégie omnicanal, c'est le délégué commercial de demain, que ce soit en pharma, que ce soit en medtech, chef d'orchestre. C'est lui qui aura la main pour déterminer quel est le bon parcours à faire vivre, la bonne expérience à faire vivre à son client. Si on prend ces 4 challenges en main, on a réellement les outils pour faire, au-delà de faire perdurer nos métiers, pour leur donner beaucoup plus de sens dans les années. Alors, pour ouvrir le sujet, avant de passer à la partie questions-réponses, pour interagir aussi avec nos auditeurs aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'inspirer finalement d'expériences d'autres industries pour construire l'organisation commerciale de demain dans la santé? Alors, je suis intimement persuadé que une des erreurs qu'on a fait ces dernières années, depuis historiquement, je dirais, dans la santé, c'est de rester très nombriliste et focalisé sur notre petit monde et de ne pas regarder en dehors. Et en fait, on est passé, certainement, on le voit à travers l'omnicanal, qu'on n'a pas embrassé réellement, on est passé à côté d'un certain nombre d'opportunités parce qu'on est resté dans des choix de benchmark, dans des comparateurs très internes à la pharma, très internes au medtech. Et finalement, je pense que l'erreur fondamentale, c'est d'imaginer qu'un médecin, il va comparer un labo à un autre labo, une boîte de medtech à une autre boîte de medtech. Finalement, l'expérience vécue par un médecin avec le laboratoire, il va la comparer avec ce qu'il vit quand il va dans une boutique Nespresso, avec ce qu'il vit quand il va chez Air France, avec ce qu'il vit quand il va s'abonner ou quand il a en ligne des opérateurs d'Orange pour son téléphone mobile. Et donc, c'est là qu'il faut aller chercher nos comparateurs et c'est là qu'on peut donner un challenge et un enjeu d'un autre niveau que celui simplement de se comparer à notre camarade. On termine effectivement par un challenge motivant. Merci Jean-Claude pour ce témoignage. Merci à tous nos auditeurs et un grand merci à l'équipe marketing pour ce moment. On va passer maintenant à une session de questions-réponses. Alors, on va regarder effectivement différentes questions qui nous viennent de nos auditeurs. Première question, quel est le bon mix média à orchestrer justement pour répondre aux attentes des professionnels de santé?
Alors, c'est une question intéressante. Enfin, je ne suis pas sûr de savoir quel est le bon. Je sais quel est le mauvais. Le mauvais consisterait à définir dans un bureau quel est le bon mix. Et je pense que c'est l'erreur à ne pas commettre. Le bon mix média, c'est celui qui va correspondre aux besoins et aux attentes du professionnel de santé qu'on va rencontrer. Ça veut dire que moi, j'encourage chacun d'entre nous, qu'on soit manager ou qu'on soit commercial sur le terrain, à réfléchir, encore une fois, à l'expérience client, à réfléchir à avoir sa boîte à outils d'un côté et des attentes du professionnel de santé de l'autre côté. Alors, ça peut se faire, bien entendu, par de la segmentation, ce qu'on appelle des personas, c'est ce qui se fait dans le e-commerce, c'est ce qui se fait chez Amazon, par exemple. On peut utiliser ces méthodes-là pour définir des groupes de professionnels de santé qui sont plus appétents à tel type ou tel type de médias, telle séquence d'approche, mais on peut aller encore plus loin parce qu'on a la chance d'avoir assez peu de clients en B2B finalement, on peut le faire de façon individualisée et on peut imaginer de co-construire avec nos clients professionnels de santé leur customer journey idéal et s'y adapter et répondre à leurs attentes pour améliorer leur niveau de satisfaction. Merci. On va prendre une autre question. Donc, qu'est-ce qu'un programme d'engagement digital? Alors ça, c'est pour nous. Donc, effectivement, chez Incentive, on construit des programmes d'engagement digitaux. En quelques mots, notre métier est très simple, qui consiste à comprendre des enjeux business, d'une part, et d'autre part, des enjeux humains de motivation. Qu'est-ce qui fait que vos équipes vont se lever le matin, vont être motivées pour collaborer entre elles, pour se dépasser? Et donc, on met en musique ces enjeux grâce à deux choses, une technologie et un accompagnement. Et une technologie qui va se structurer autour de deux piliers essentiels qui sont le développement de l'engagement à travers le fait de restituer la donnée de performance le plus en temps réel possible, à travers la construction de challenges aussi, qui peuvent être individuels d'équipe avec des notions potentiellement même caritatives, qui est assez en vogue dans l'industrie de la santé. Et le développement des compétences qui va, voilà, donc comme l'évoquait aussi Jean-Claude, en fait, se mettre en musique au quotidien grâce à des programmes de micro-learning et du partage de bonnes pratiques. Voilà. Alors, on va prendre une autre question. Donc, vous recommandez de casser les silos pour renforcer la collaboration. Comment faire dans un contexte réglementaire limitatif? Question importante. Alors, je pense que la question la porte sur notamment le point de casser les silos entre les équipes terrain. C'est vrai qu'un sujet important, on a des médecins régionaux, des MSL, on a des délégués qui ont tous une fonction commerciale, et c'est vrai que les rôles ne sont pas les mêmes, les fonctions ne sont pas les mêmes. Il faut être vigilant et les équipes réglementaires, les équipes juridiques dans les entreprises sont vigilantes et elles ont raison. Il y a des firewalls, il y a des informations qui sont des informations qui se partagent qu'entre professionnels de santé. Il y a des informations qui peuvent se partager à l'intérieur de l'entreprise en fonction des différents métiers. Donc ça se définit. Et c'est vrai que partager les bonnes pratiques, ça reste un élément essentiel. Il faut faire attention, il faut se créer des règles, des normes. Il ne faut pas hésiter à avoir un cadre, mais un cadre suffisamment ouvert parce que finalement, on se rend compte que parfois, on se ferme par crainte de sortir du cadre, on resserre un peu trop le cadre. Donc, il s'agit d'abord de considérer que l'intention est bonne, de considérer que l'intention vise à améliorer la prise en charge des patients en collaboration avec les professionnels de santé, et donc la collaboration, elle peut se faire, et puis là, on revient sur les questions de formation et micro-formation. Il faut renforcer la formation des collaborateurs à ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait, que ce soit en termes de données personnelles ou de données médicales, bien entendu. Il y a des règles, mais la formation, le suivi au quotidien permet d'appliquer ces règles et de ne pas s'interdire la communication. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois une autre question aussi. Avez-vous un exemple concret de programme d'engagement
mise en place par une société en particulier. Alors, donc, pour information, on respecte la confidentialité voilà, de chaque cas client. Donc, cela étant dit, on a un cas client pour lequel on a des vidéos aussi, success story. Je pense au groupe Air Liquide Santé, la division Orkin. Donc, je ne vais pas pouvoir tout présenter dans la grande ligne, mais en quelques mots, le travail que nous avons réalisé avec eux, c'était un travail en lien à la fois avec la direction générale, mais aussi les patrons de chaque division, donc aussi bien perfusion, nutrition, diabète, pharmacie et respiratoire. On a identifié des indicateurs qui font sens pour les équipes et on a travaillé sur la focalisation, de se focaliser sur 3 indicateurs, 5 indicateurs les plus prioritaires qu'on peut avoir dans sa poche au quotidien pour suivre sa progression. Et en travaillant sur l'automatisation des données, mais aussi sur le travail finalement de la posture de manager pour les remettre dans une situation de coach. Et il y a une vidéo YouTube qui illustre très bien cet exemple que je vous invite à visualiser. Eh bien, voilà, Orkin a pu observer des résultats positifs en termes de croissance. Et d'ailleurs, ils nous renouvellent leur confiance depuis 4 années et ils ont gagné le trophée or l'année dernière dans la catégorie motivation des forces de l'ordre. On est vraiment très très heureux de cette collaboration et bien sûr, il y a beaucoup d'autres exemples. Alors, nous avons aussi une question et je pense que ce sera la dernière. En plus de B2B et B2B2C, peut-on développer des programmes B2C2B pour sensibiliser les médecins sur certaines problématiques via les patients? Voilà. Alors, oui, ça c'est intéressant. Je trouve le sujet intéressant parce que quelque part, la porte d'entrée, c'est de se dire on a du mal à communiquer avec les patients, donc on va utiliser les médecins comme partenaires. Et je pense que ça a beaucoup de sens pour convaincre les patients du bien fondé des choix thérapeutiques. Maintenant, c'est vrai aussi que il y a à l'évidence aujourd'hui, autour des pathologies, si on oublie le médicament sur lequel, ou la solution thérapeutique sur lequel c'est très compliqué de communiquer, par contre, on sait qu'on peut parfaitement communiquer sur les environnements. On l'a vu dans le vaccin, on le voit également dans d'autres domaines. Les associations de patients peuvent être des relais extrêmement efficaces et je pense qu'on a un travail à construire avec les associations de patients. Il y a des boîtes qui le font très bien aujourd'hui, avec, je dirais, le grand public, dans ce sens, en effet, B2C2B, c'est-à-dire créer de la demande, finalement, créer de la demande et créer un effet de traction du client final vers le client professionnel de santé. Alors, c'est vrai, là aussi, hein, c'est un petit peu comme tout à l'heure, la relation entre casser les silos. Il y a des réglementations, il y a des firewalls, donc bien entendu, il y a beaucoup de vigilance, mais on est dans des mondes où on est très vigilant. Et donc, en effet, je pense que on l'a vu, certains ont osé le faire et quand c'est bien fait, quand c'est fait avec intelligence et quand ça repose sur des faits concrets, ça fonctionne. Donc pourquoi pas? À ce titre, pour rebondir sur cette question, c'est un vrai sujet et merci de la pertinence de cette question parce que je pense à 2 exemples. Hein, l'asthme sévère, il y a beaucoup de patients qui ne savent pas qu'ils sont atteints de cette pathologie, donc il y a une vraie notion d'éducation des patients, donc de plus en plus de travail sur la prévention. Et je pense aussi hein, dans l'industrie visuelle, voilà, ces personnes qui ont des troubles visuels, il y a beaucoup d'enfants encore qui sont à l'école qui ne savent pas forcément, je pense plutôt dans les pays émergents, qu'ils ont des troubles de vue. Et donc c'est un enjeu de santé publique finalement d'arriver à éduquer aussi les patients pour qu'ils prennent en charge eux-mêmes leur pathologie avec bien sûr des professionnels de santé. On arrive à la fin de ce webinaire. Oui, oui. Je tiens à vous remercier beaucoup, Jean-Claude, hein, pour votre intervention. Merci beaucoup à l'équipe marketing d'Incentive
qui a organisé ce webinaire. Merci à tous nos auditeurs et auditrices. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon appétit. À bientôt. À bientôt.